Je suis entourée de champions. Dans les dossiers de Mosaïque, on s'intéresse aujourd'hui au sport de haut niveau. Les champions ont-ils une vie? Marjorie Locke, médaillée mondiale de karaté, donnera son point de vue, tout comme Yannick Sepagnac, lutteur médaillé de bronze au JO. Est-ce différent dans le monde du handisport? Michel Munch, champion de France élite handisport 5000 mètres, nous dira ce qu'il en pense. Enfin, Emmanuel Gonigam est à l'origine du dispositif Moselle Sport Academy. Il nous en parlera. Bonjour à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission. Alors, sportif de haut niveau, en fait, ça n'est pas forcément synonyme de sportif professionnel. Dans certaines disciplines, les athlètes sont payés, voire très bien payés par leur club. On pense dans ces cas-là souvent aux footballeurs. Marjorie, est-ce que ça rapporte d'être karatéka ? Oui, ça rapporte moralement et, et au niveau de la fierté, mais financièrement, on ne peut pas en vivre, en tout cas. Voilà, pas quand on est dans la compétition, pas quand on est jeune. Évidemment, il y a des aides de mairie, des aides de plein d'autres dispositifs, mais voilà, on ne gagne pas d'argent à proprement dit. Même quand on a des beaux résultats, des belles performances, des belles médailles. Oui, non, on a la fierté. Ok, c'est pas mal. Yannick Sepagnac, la lutte, on en vit ou pas? Non, je ferai le même bilan que Marjorie, c'est la même chose. C'est vrai que c'est difficile et c'est souvent très lié aussi aux résultats. Sauf qu'avant d'avoir des résultats, il faut pouvoir s'entraîner. On n'a pas toujours le soutien des institutions. Alors encore, ça va. Enfin, moi, sur Sarreguemines, ils nous ont soutenus, mais c'est pas facile pour tout le monde. Oui, et puis le soutien en général, c'est surtout par rapport à l'accès aux équipements et par rapport à des aides pour les déplacements, pour les compétitions, etc. C'est pas forcément au niveau salaire, si? Ah non, salaire, non, faut pas. non, j'étais pas dans cette optique-là. Après, c'est vrai que c'est compliqué si on n'est pas vraiment impliqué dans le système fédéral et repéré en équipe de France. Et si on participe pas aux échéances internationales, c'est compliqué de pouvoir s'entraîner et être performant. Mais même quand on participe aux échéances internationales, il n'y a pas de salaire à la clé? Non, il n'y a pas de salaire. On peut éventuellement mettre un peu d'argent de côté quand on a des résultats, mais ils sont vite utilisés pour les phases où on est moins performant. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, on ne peut pas en vivre de cette discipline-là non plus. Michel Munch, vous avez commencé la compétition avec les valides. Ensuite, il y a eu votre accident, plusieurs années d'interruption, ouais. Et puis la reprise de la compétition. Est-ce que dans le monde du handisport, il y a de l'argent? Non. Le nom, il est franc et massif. Ouais. Non, exactement comme Yannick et Marjorie, c'est surtout pour la fierté et puis pour le dépassement de soi-même, surtout en handisport. Il faut savoir qu'en handisport, c'est quand même toujours un peu plus, on va dire, un peu plus difficile qu'en valide, parce qu'il y a quand même des contraintes, il y a quand même le handicap qui est là. Et puis de pouvoir se dépasser, et de pouvoir se revaloriser, et puis surtout se frotter des fois au valide, ça apporte un plus. Ce que je fais moi, souvent, très souvent dans plein de courses que je fais, je me frotte souvent au valide pour montrer que les handisports sont pas à part, ils arrivent tout aussi bien à s'entraîner que les valides, quoi. Mais il faut être bien accompagné quand on est en handisport, que ce soit au niveau sportif, au niveau du département, au niveau de tout. Il faut être bien entouré, surtout quand on revient après plein d'années d'interruption comme moi. Donc voilà. Mais d'un point de vue financier, on va rester juste encore quelques secondes dans l'aspect financier. Quand on décroche par exemple un titre de champion de France, quand on décroche des belles médailles, est-ce qu'il y a un chèque qui accompagne? Il y a un chèque, mais il n'est pas approximativement suffisant pour pouvoir en vivre, quoi. Ce sera toujours une prime parce qu'on a fait champion de France deux années de suite, comme moi je fais champion de France 2 années de suite du 5000 mètres élite. Il y a toujours quelque chose à la clé, mais ça ne suffira pas pour en vivre, quoi. D'accord. Emmanuel Gonigam, est-ce que Moselle Sport Academy, donc dispositif qui a été mis en place par le conseil départemental de la Moselle, est-ce que ce dispositif rémunère des athlètes? Absolument pas. Je suis désolé, j'aurais bien voulu, mais c'est vrai que donc la Moselle Sport Academy, c'est un dispositif de sécurisation du parcours du sportif de haut niveau. Alors sportif de haut niveau, c'est un statut, on ne va pas rentrer dans le détail, et sportif professionnel est un autre.
Et donc on sait qu'il y a des sportifs de haut niveau qui ne sont pas forcément professionnels. Et inversement, des sportifs professionnels qui ne sont pas forcément dans le haut niveau. Donc quand on dit sécurisation du parcours du sportif de haut niveau, il faut bien comprendre que quelqu'un qui va faire du sport de haut niveau va s'engager dans un projet qui va être un projet extraordinaire pour être champion du monde, champion olympique, donc un projet d'une dimension planétaire, et qui va s'engager dans cette démarche avec passion et pas pour l'argent. Donc l'objectif finalement, c'est d'accompagner le sportif dans son projet sportif et de le préparer à la reconversion. Donc en le protégeant pendant son parcours sportif, mais également en le préparant pour un avenir professionnel, pour qu'on puisse un peu marquer l'essai, puisque le parcours du sportif professionnel ou du sportif de haut niveau est un parcours d'excellence qu'on peut valoriser pour intégrer le monde de l'entreprise. Donc ça donne des coups de pouce aussi pour la suite, parce que justement une carrière sportive, ça dure en général pas très très longtemps. Ça peut en plus parfois s'interrompre plus tôt que ce qu'on avait imaginé quand il y a des blessures, etc. Donc quoi qu'il arrive, il vaut mieux anticiper la reconversion. Le mieux pour ça, a priori, c'est de faire des études. Est-ce que entraînement intensif et études sont compatibles ? A priori, je dirais oui, vous en avez fait tous les deux des études. Oui. Donc, je vais prendre la parole, en fait. Oui, moi, en même temps que pendant ma carrière sportive, j'étais donc à la fac pour justement préparer mon avenir, parce qu'on sait très bien que ça dure justement un temps. Et heureusement qu'on nous le signale quand même, parce qu'on est un petit peu dans l'euphorie des compétitions, des résultats, de l'équipe de France, tout ça, ça emmène un petit peu dans les rêveries. Donc, c'est vrai qu'heureusement qu'on est poussé quand même à faire des études à côté, parce que c'est essentiel de penser à son avenir. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est très difficile parce que y a le temps de préparation aux compétitions. Les week-ends, il y a les compétitions, donc il y a encore des déplacements et il ne reste pas grand-chose dans la semaine pour manier les études, pour étudier le soir. Le soir, il y a encore les entraînements. Donc c'est vrai que c'est difficile et d'autant plus que quand on est pris par le temps, on n'a pas non plus d'autres horaires ou plages horaires pour prendre un boulot à côté. Donc heureusement que maman, papa sont là pour suivre un petit peu financièrement, mais c'est vrai que c'est difficile. Sport-études dans le karaté, ça existe ? Alors, ça existe sur certains points. Il y a des pôles qui existent, et, effectivement, mais après, c'est un choix et qu'on ne prend pas forcément. Et pour ma part, j'ai préféré rester dans la région parce que je préférais être suivie par mes entraîneurs qui étaient mes parents, donc qui m'ont toujours suivie, qui me connaissaient le mieux. Mais par contre, il y avait quand même des déplacements à l'INSEP, à Montpellier, dans les pôles, en dehors donc, des études. Donc on partait le jeudi soir ou le vendredi matin, on rentrait le lundi matin ou le dimanche soir. Donc voilà, c'était des longs week-ends d'entraînement, donc pas trop le temps pour étudier, pas du tout le temps pour travailler, pour gagner de l'argent. Donc forcément, c'était un sacré train de vie, quoi. Une hygiène de vie à organiser. C'est beaucoup d'organisation. Et sport-études, de toute façon, ça n'est à ma connaissance que jusqu'au bac. Et pas spécialement pour les études post-bac, non, Yannick ? Pas exactement. En fait, alors moi j'ai fait le choix par contre de partir en sport-études, donc à 14 ans. Je suis parti dans les Pyrénées pendant 3 ans. J'ai fait un an à Dijon et j'ai intégré l'INSEP en 98, où j'ai passé mon bac. Et en fait, il y a quand même pas mal de pôles France ou pôles jeunes qui permettent de passer d'autres diplômes. Donc à l'INSEP, moi j'ai intégré une filière STAPS, donc où j'ai continué, comme depuis mes 14 ans, à m'entraîner 2 fois par jour et à alterner donc cours et entraînement. Alors quand on est plus jeune, il y a tout un système souvent de suivi un peu plus particulier, donc il y a le suivi des devoirs comme si on était en internat classique. Donc c'est le même cas à l'INSEP pour les mineurs, et après par contre chacun doit prendre ses responsabilités, mais il y a toujours ce système de 2 entraînements par jour avec un système d'études qui est adapté, et je crois même qu'il y a maintenant des conventions qui sont signées avec des grandes écoles à Paris, donc il y en a certains qui arrivent à concilier grandes études et carrière sportive. Après, moi, c'est vrai que j'ai pu bénéficier pendant une période d'une convention de sportifs de haut niveau avec la Défense, ce qui m'a fortement soulagé. Donc j'en ai bénéficié pendant 4 ans, de 2004 à 2008, donc après ma première qualification aux Jeux Olympiques à Athènes. J'avais ma licence STAPS et je commençais, et pendant ces 4 ans, j'ai profité doucement
de ce poids en moins, d'avoir des finances, d'avoir une paye tout simplement, pour préparer mon professorat de sport, qui est un concours de la fonction publique que j'ai obtenu après Pékin en 2009. Voilà. Joli parcours. Michel Munch, est-ce que comment ça s'est passé pour vous? Moi, j'ai eu l'accident. Et puis, moi, j'ai été reconnu invalide. Et puis, depuis, moi, j'ai un handicap. Mon handicap ne me permet pas de travailler, quoi, tout simplement. Donc, moi, j'ai entre parenthèses, cette chance de faire la course à pied et de pouvoir m'entraîner comme j'ai le désir, quoi. Ça veut dire tous les jours. Et puis, j'ai pas cette contrainte de faire des études ou bien de travailler à côté. Ce qui m'avantage un peu dans la vie de tous les jours. Enfin, on sent bien quand même toute l'ironie quand vous dites la chance. On se doute bien que vous auriez préféré ne pas avoir l'accident. Non, mais c'est sûr, bien sûr que j'aurais préféré ne pas avoir l'accident et puis d'être comme tout le monde. Mais on va dire de pouvoir s'entraîner comme ça tous les jours, en fait, et puis de pouvoir faire seulement, parce que arriver à un stade et faire tous les deux, c'est comme Yannick et puis Marjorie le disaient, ça devient difficile, très difficile, quoi. Donc voilà, c'est sûr qu'il vaudrait mieux pas avoir d'accident du tout et de pouvoir faire les deux ensemble. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Est-ce que Moselle Sport Academy accompagne y compris des collégiens, surtout des lycéens, ceux qui sont justement en sport-études ou ceux qui font le choix de rester dans leur région, de ne pas partir pour faire sport-études? Justement, rester dans la région, c'est utiliser les structures pour pouvoir associer à la fois l'entraînement et également les études. Et là, je serais un peu moins catégorique, c'est très très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, un sportif qui reste à Sarreguemines, à Metz, à Nancy, etc., ou à Montpellier, s'il n'y a pas un pôle, il n'y a pas de structure pour pouvoir adapter des horaires de cours par rapport à la discipline. Là, encore une fois, c'est très spécifique, car chaque sport est spécifique. Hein. Il n'y a pas non plus l'émulation qu'on peut avoir dans un pôle avec d'autres... À l'INSEP à Paris, c'est modélisé. Par contre, en province, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, ce que la Moselle Sport Academy fait, c'est bien sûr accompagner les sportifs avec des conventions. Ça reste que dérogatoire, parce que le système scolaire universitaire, il est très figé, très carré. Dès qu'on sort un peu des sentiers un peu sport, il n'y a pas de solution possible. Ça veut dire qu'on imagine quelqu'un qui a des saisons, par exemple l'hiver, on pourrait imaginer que tout l'hiver, il pratique le sport, et puis l'été, pendant les périodes de vacances scolaires, il ait les études. Mais donc, au niveau, on ne peut pas s'arrêter de s'entraîner. Donc ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter à un certain moment, quand on est dans une situation donc, hors saison de compétition, on peut adapter. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de système scolaire universitaire capable de proposer ce genre de choses. Donc, modéliser donc, un parcours scolaire universitaire, c'est s'adapter complètement déjà au sportif de haut niveau, à sa discipline, à ses temps de récupération, etc. Parce que si je parle de temps de récupération, on pense souvent que le sport, c'est uniquement la compétition et l'entraînement. Il y a aussi des périodes de récupération qui font partie de l'entraînement, qui fait que c'est chronophage. Donc aujourd'hui, suivre les études tout en faisant du sport de haut niveau, c'est très compliqué. Donc il faut modéliser différemment, faire réellement un parcours de sportifs professionnels avec des objectifs précis à 10 ans, à 15 ans, et d'orienter le parcours de formation. À ce titre-là, donc, la Moselle Sport Academy a mis en place un diplôme universitaire de management d'une carrière de sportif professionnel pour justement valider un parcours universitaire lié à une activité sportive. Il y a des débouchés derrière, on arrive à travailler avec ce diplôme? Alors ce diplôme est simplement la formalisation du parcours du sportif. Ça veut dire qu'à un moment, il y a bien évidemment de la formation derrière pour pouvoir ensuite se former au métier qu'on veut pratiquer. Parce que le danger, c'est quand on est dans le monde du sport, on va rester dans le monde du sport en se disant qu'on n'est fait que pour ce milieu-là et qu'on est incapable d'aller proposer ses services ou ses compétences ou son profil dans le monde d'une entreprise spécifique. Alors que c'est totalement l'inverse. Aujourd'hui, le sportif de haut niveau est un individu particulier. C'est quelqu'un qui vit dans un monde excessif, avec des objectifs qui sont exceptionnels. C'est ce qu'on recherche en entreprise. Met en place des objectifs tellement forts et met des moyens en place, ça veut dire que c'est des entraînements qui sont quotidiens, biquotidiens, triquotidiens. C'est-à-dire qu'on est engagé dans une démarche
qui est une démarche d'excellence. C'est ce qu'on recherche en entreprise. Le tout, c'est de savoir le formaliser et ensuite de pouvoir le proposer dans le monde de l'entreprise. C'est pour ça que la formation, c'est un accompagnement en permanence pour le sportif de haut niveau, en sachant que le diplôme qu'on a passé en 98, est-ce qu'il est encore valide en 2015 ou en 2016 ou plus tard en 2020 ? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'à un moment, le sportif va évoluer dans le monde du sport, mais on doit le faire évoluer également dans les compétences professionnelles. Voilà. Alors là, on a beaucoup parlé des études. Yannick. C'est d'autant plus vrai que même les entreprises qui avant faisaient du sponsoring, pas désintéressées, mais liées exclusivement à l'image, de plus en plus les entreprises qui viennent signer, d'ailleurs, je crois que le ministère a mis ça en place, le pacte de performance, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, où c'est des entreprises qui viennent signer des contrats avec des sportifs de haut niveau, qui les soutiennent financièrement, mais ils s'engagent aussi à les former. C'est-à-dire que de plus en plus, pour certains, ça va être leur métier plus tard d'intégrer l'entreprise dans laquelle qui les soutient aujourd'hui en tant que sportif de haut niveau. Donc les entreprises ont bien compris que faire un sponsoring pour un lutteur, quelle est la retombée médiatique ? Aucune, alors que la plus-value pour l'entreprise est réelle. Donc ça, les entreprises l'ont compris, et de plus en plus, il y a des entreprises qui signent des contrats avec des sportifs pour les soutenir, mais également les former et peut-être plus tard les intégrer dans leur société, quoi. Plus tard, les intégrer, ça veut dire quelque part commencer à travailler une fois qu'on arrête le haut niveau. Oui. Est-ce qu'on peut jongler entre les entraînements, la compétition et un emploi ? Alors, c'est compliqué. Ça peut être, par exemple, si je prends mon cas, encore une fois, j'ai malgré tout bénéficié d'un système fédéral et d'État, moi en étant à l'INSEP. Une fois que j'ai obtenu mon concours en 2009, il y a des postes réservés aux sportifs de haut niveau qui sont sur l'INSEP. En gros, on donne un coup de main sur notre temps libre, comme avant j'allais en cours, en fait. Là, j'étais formateur, ou j'étais en soutien d'étudiants. Donc là, effectivement, c'était possible, mais c'était vraiment très particulier. C'est quelque chose qu'on retrouve qu'à l'INSEP et que pour les gens qui font le professorat de sport. Mais j'ai des amis qui ont effectivement qui ont dû se mettre à travailler, ils ont dû arrêter, ou leurs performances se sont ressenties, ou ça devenait compliqué. Si je prends l'exemple des frères Guénaud qui ont intégré la RATP à un moment, ils ont dû faire le concours comme tout le monde, faire la formation comme tout le monde. Par contre, il y a encore une fois un arrangement, ils doivent travailler 70 ou 80 jours par an pour l'entreprise. Donc c'est à eux de s'arranger avec l'entreprise, savoir quand est-ce qu'ils vont travailler, quand est-ce qu'ils s'entraînent. Donc là, c'est toute une modulation, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, de savoir quand est-ce qu'on peut mettre la priorité sur l'entraînement et quand est-ce qu'on peut mettre la priorité sur la vie professionnelle. Mais c'est réellement très compliqué, même sur ces 70-80 jours. On peut pas les mettre, si on veut avoir une performance de haut niveau, on ne peut pas les mettre de côté sur une année et être réellement performant. Pourquoi après les Jeux, quand on leur a demandé de retravailler, ils ont dit pas tout de suite, quoi, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas conciliable, malgré tout. Malgré les efforts que fait la RATP pour citer cette entreprise, mais c'est très compliqué, à mon avis, de voir une vie professionnelle et de sportif, en tout cas d'être performant. Dans le monde du karaté, je suppose que c'est pareil ? Oui, c'est exactement pareil. Je veux dire, moi, quand j'ai terminé mes études et que j'ai intégré donc l'éducation nationale, je me voyais mal tous les vendredis dire écoutez, là maintenant il faut que je parte, ou alors on était partis sur différentes villes de France, on ne peut pas arriver 1 heure avant la compétition, donc à chaque fois devoir demander vendredi il faut que je parte à 13h, je veux dire le lundi on arrive, on est fatigué, il faut pas oublier qu'une fois que la compétition est terminée, il y a tout le travail après, il faut la récupération, on est fatigué, ça prend vraiment le stress de la compétition et puis tout ce qui engendre autour, l'alimentation. Et c'est vrai que c'est très très difficile d'être au top du top quand on a une compétition derrière ou quand on doit partir avant. C'est toujours des démarches à faire, même si on nous dit oui, même s'il y a des choses qui sont faites pour. Mais psychologiquement, c'est aussi difficile. Et puis quand on est sportif de haut niveau, je pense qu'on est aussi toujours... on a le sens de la perfection. Donc on veut
tout aussi bien faire sur les tatamis, mais on veut aussi très bien faire dans son travail. On veut montrer qu'on est au top, là aussi. En tout cas, c'est l'esprit compétition. Et donc, de ne pas être présent sur le lieu de travail parce qu'on a une compétition, et ben, à un moment donné, psychologiquement, ça ne va pas. Parce qu'on sait qu'il y a des élèves on n'est pas là pour eux, on a d'autres choses. Il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est très difficile psychologiquement de suivre ça. Et puis, donc, on essaye de demander de moins en moins et de faire de plus en plus. Donc, du coup, après, on est dans une société qui veut ça aussi. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de tout manier, quoi. Voilà. Du coup, dans tout ça, je suppose que la famille, les parents, alors je sais pas, ils sont soutiens, ils sont moteurs, ils sont coachs. Quel est leur rôle? Est-ce qu'il est important, Michel Munch? Oui, moi j'ai mes parents qui me soutiennent beaucoup. Après j'ai mon sponsor qui me soutient énormément aussi. Bon, j'ai mon père qui, comme vous avez déjà vu plusieurs fois, dès que mon entraîneur il peut pas venir, il me suit dans les entraînements quotidiens du matin, quoi. Et puis donc voilà, c'est important d'être bien entouré. Si on n'est pas bien entouré, ça se ressent dans les performances, ça se ressent psychologiquement, ça se ressent dans tout. Et puis les performances ne seront pas au top. Je sais que si je ne serais pas bien accompagné, je ne serais pas au niveau où j'en suis maintenant. Je sais que quand j'ai repris, j'avais personne au départ, donc c'était très très difficile pour moi. Maintenant, ça fait 2 ans, ça va faire la 3e année, ça commence tout doucement à aller mieux. Donc voilà, le soutien, et puis c'est très très important. Surtout dans le monde de l'handisport. Être accompagné, indispensable, c'est indispensable. Pour le sportif handisport, c'est indispensable d'être accompagné. Tout est une question d'équilibre en fait. Ouais. Chacun doit trouver son équilibre, qu'il soit dans la famille ou professionnellement, dans la sécurité financière tout simplement, ou dans la sécurité, dans l'avenir professionnel, ou quelle vie on a après le sport de haut niveau. Tout une question d'équilibre et chacun le trouve un peu différemment ou avec des soutiens différents, que ce soit compagne, famille ou amis. Après, chacun doit trouver... Pour être performant, on ne peut pas être sans cesse tiraillé, on doit être stable et je pense que c'est primordial. Ouais. Marjorie, les parents, ils étaient coachs en même temps? Ben oui, voilà. Donc, là, c'était un point positif du coup parce que je voyais mes parents en même temps, donc c'était 2 en 1. Et oui, effectivement, heureusement qu'ils étaient là, même au point de vue financier lors de mes études. Comme je disais tout à l'heure, je ne pouvais pas avoir un emploi à côté pour payer mes études, donc heureusement qu'ils étaient là pour me soutenir. Et puis, c'est vrai que même si le sport a pris beaucoup de temps, la famille, on y consacre aussi du temps. C'est plus difficile avec les amis parce que pendant ce temps que nous on s'entraîne ou qu'on est en compétition, et ben eux ils sont en boîte de nuit ou en train de boire un verre. Les lundis on arrive, nous on est un petit peu bleu partout. Eux ils sont juste fatigués d'avoir fait la fête. Ils racontent leur fête, nous on raconte notre compétition. Donc au point de vue social c'est aussi des fois difficile de trouver sa place. Est-ce que alors il y a de ce point de vue là parce que les différences sont énormes, mais il y a aussi question justement d'emploi du temps. Est-ce qu'on a le temps de sortir, d'avoir des amis, de tomber amoureux, de fonder une famille? Personnellement, c'était très dur parce que je ne sortais pas beaucoup. Parce que pour moi, c'était les entraînements avant tout. Et puis, on n'a pas le temps, surtout, de sortir vraiment, quoi. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui comprenaient et qui ne délaissaient pas ce point de vue-là. Je veux dire, des fois, les lundis, ils me demandaient d'abord de raconter ma compétition et après, discrètement, ils racontaient ce qu'eux, ils ont fait, alors qu'ils étaient eux ensemble et moi, voilà. Donc c'est vrai que socialement c'est aussi difficile de trouver sa place et puis d'être intégré avec un groupe d'amis si on n'est pas forcément toujours avec eux. Donc ça c'était souvent difficile aussi pour moi psychologiquement de me dire ah punaise moi je suis en train de suer, voilà j'ai mes tripes et tout, je donne tout, et puis d'autres c'est tellement plus facile de pouvoir sortir, d'aller boire un verre tranquillement. Mais eux ils n'étaient pas champions du monde. C'est sûr, mais voilà, après c'est des sacrifices que je ne regrette pas du tout aujourd'hui, au contraire je le recommande à tous ceux qui se demandent si oui ou non ils veulent engendrer une carrière sportive. Oui, il faut le faire parce que c'est très gratifiant par la suite également. Mais d'un point de vue social, c'est vrai que de temps en temps, c'était difficile. Mais ça se rattrape. Il va nous dire qu'on a le temps d'avoir des amis, de tomber amoureux, de fonder une famille, non? Non, moi c'est un peu le contraire parce que c'est vrai que je suis parti à 14 ans, donc le sacrifice a été apporté aussi beaucoup par la famille, mes parents, mon frère, que ce soit affectivement ou financièrement pour mes parents.
Donc cette volonté aussi après d'être autonome, d'être pris en charge, elle est aussi importante. Et les sacrifices derrière, une fois qu'on est adulte, alors on revoit ses parents, mais après voilà, construire une famille, si on rencontre la bonne personne. Et moi c'était mon cas, j'ai eu la chance, après c'était une sportive de haut niveau, donc elle a compris les sacrifices que ça impactait sur une vie de couple. Voilà, mais c'est pas évident, pour avoir eu d'autres aventures avant, les gens ne comprennent pas en fait. Qu'on puisse consacrer autant de temps au sport et pas à une relation. Donc ouais, c'est pas évident. Et puis après les enfants, etc. Mais c'était vraiment sur une fin de carrière. Enfin, je ne me serais pas vu construire. Enfin, mon fils est né en 2010. J'ai essayé la qualif en 2012 pour les Jeux. Effectivement, c'est des moments beaucoup plus difficiles à ce moment-là de partir en stage parce qu'on partait 3 à 4 mois dans l'année, de ne pas être là. Pour ces premiers moments, c'est beaucoup plus lourd à porter. Effectivement, là, du coup, l'équilibre est un peu déstabilisé. Mais de faire ça en pleine carrière, ça me semble compliqué. Ou après, il y en a qui y arrivent. Hein. Comme je vous ai dit, chacun doit trouver... Après, je pense que c'est encore plus complètement inenvisageable pour une femme de revenir à du très haut niveau après une grossesse, après un accouchement. Il y a eu des femmes qui... En fait, moi, j'avais mis un petit peu ma carrière en stand-by quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu Julien. Mais ensuite, j'y suis retournée. Et donc, j'ai pris aussi un autre virage. Mais c'est vrai que, voilà, on a d'autres points. Voilà, on se dit voilà, maintenant on a un autre objectif, et puis on reste quand même sportif même si on a une famille. Donc et puis pareil, ils comprennent très bien parce que on a trouvé les bonnes personnes qui comprenaient quoi. C'est joli et ce sera le mot de la fin parce que c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les 4 d'y avoir participé. On vous souhaite encore des médailles et puis de contribuer à former de futurs médaillés. Très bonne journée à tous, à bientôt.